Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On présente une RTX 3060 12 Go, c'est la première carte graphique de la gamme Ampère que je présente et certainement la dernière puisque ça m'étonne très certainement que j'en revoie une. Donc on fait tout ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme je vous ai dit avant l'intro, aujourd'hui on a la chance d'avoir une RTX 3060 12 Go sous les mains. Alors au moment où je fais la vidéo je l'ai plus, c'est quelqu'un qui me l'a prêté, il me l'a prêté pendant une période de quelques jours et ça m'a permis de faire pas mal de tests. Les tests sont pas forcément complets de ouf parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. J'ai essayé de faire un maximum de choses mais il y a eu quelques aléas que je vous expliquerai un petit peu au fil de la vidéo. Donc voilà, je vous propose déjà qu'on voit comment la vidéo va se présenter. Alors d'abord je vais vous présenter le modèle que j'ai pu essayer. On va parler de son refroidissement, de la façon dont il a été conçu, et puis on va voir un petit peu l'aspect esthétique qu'ils ont donné à la carte. Voilà, donc on a un modèle de chez Zotac qui est plutôt sympathique, on fera un petit peu le tour. On abordera un point qui est vraiment dommage que j'ai trouvé dessus. Après on poursuivra justement avec la puce, qu'est-ce qu'elle est censée nous offrir, qu'est-ce qu'on a sous le capot on va dire, parce que bon, on a une puce qui est quand même toute neuve et on va voir si ça change vraiment beaucoup de ce qu'on avait avant. Après on va s'attaquer aux performances et on va la comparer à ma 2060 qui est juste ici. Est-ce que ça vaudrait éventuellement le coup de la changer pour passer à une 3060 ou pas du tout? Et puis je vous ferai part de mon ressenti aussi. Personnellement, je trouve que les résultats de mes tests en chiffres n'ont pas forcément reflété mon expérience personnelle, quelque chose de totalement différent de ce que les chiffres pourraient nous dire. On fera le point là-dessus et puis au final on parlera un petit peu d'undervolting pour voir si c'est des puces qui peuvent éventuellement ou être bien overclockées, chose que j'ai pas faite, mais en général si on peut bien undervolter, on peut salement overclocker aussi, donc on en parlera. Je suis pas un pro encore dans le domaine, je débute. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors du coup, cette carte graphique, qu'est-ce qu'on retrouve en termes de modèle? Déjà, on a eu la chance d'avoir le modèle Gaming Twin Edge OC de chez Zotac sous les mains. Alors, cette carte graphique, c'est une carte graphique qui est plutôt compacte. Pour les dimensions, on se retrouve pour du 22,4 cm, pour 11,6 cm, pour 3,9 cm d'épaisseur. Alors, c'est une carte qui est plutôt compacte, justement, comme je venais de vous dire. Déjà, on a une backplate qui est totalement en aluminium, qui est vraiment jolie. Elle offre un style plutôt costaud à la carte et elle est plutôt travaillée, donc c'est plutôt sympathique. Elle offrira un bon renfort dans le temps. Pour une carte qui est censée être classée un petit peu modèle de refroidissement entrée de gamme, ça fait déjà plaisir d'avoir une belle backplate. Donc voilà, c'est plutôt cool. Au niveau de la phase ventilateur, on se retrouve avec deux ventilateurs de 85 ou 90 mm à peu près. Je vous donne, je pense que c'est des 90 mm par rapport à la taille de la carte, on va dire. Les deux tournent dans le même sens. Et puis pour ceux qui veulent plus de détails sur la gamme de refroidissement de chez Zotac, on est ici sur le Ice Storm 2.0. Comment il est composé? On a un radiateur avec 4 caloducs qui passent dedans. 4 caloducs, ça fait quand même déjà pas mal pour une carte graphique. Alors on est loin des gros ventirades de pros avec 6 caloducs ou 7 caloducs. Je pense que c'est censé se voir directement sur les températures, on en reparlera un petit peu après. Au niveau des ventilateurs, pour revenir sur eux, on est autour de 2500 tours minute maximum quand ils sont lancés à fond. Est-ce qu'ils sont bruyants quand ils tournent à fond? Je trouve pas spécialement, j'ai connu pire. J'ai déjà eu une Vega 56 où les ventilos tournaient à 3600 tours minute. Je peux vous dire qu'on les entendait beaucoup plus. La Asus qui est derrière moi, 2060, elle a des ventilateurs qui tournent à 3600 tours minute aussi. À fond, on les entend bien. Là, ça restait correct pour 2500 tours, sachant qu'elle montait jamais à 2500 tours. Relativement silencieux, on va dire. Et du coup, au niveau du refroidissement de ce modèle, qu'est-ce qu'on pouvait retrouver directement si on lançait, par exemple, un benchmark un peu costaud, on la laissait tourner pendant quelques minutes, qu'est-ce qu'on pouvait remarquer au niveau des températures? Bah moi, au niveau des températures dans mon Phanteks Evolve X, ventilateur courbe classique, on n'a pas mis de truc pour tourner à bloc ni rien, j'ai laissé ma courbe personnalisée. Ça va être autour de 800 tours minute, mais 3 ventilateurs 240 mm, ça vous donne une idée. J'ai lancé un benchmark et on est arrivé à avoir jusqu'à 77 degrés sur ce modèle. Donc comme j'ai dit, c'est un modèle plutôt classé entrée de gamme, donc forcément ça tend pas des températures de fou furieux, mais peut-être qu'on pourra arranger ça avec un undervolting et c'est ce qu'on verra à la fin de la vidéo. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de tout ce qui est refroidissement. Qu'est-ce que ce modèle nous offre aussi également? On va avoir un logo Zotac sur la tranche
qui est plutôt sympathique. On voit les caloducs également. Ce logo Zotac, il est en transparence légère. Alors du coup, on a supposé avec la personne qui m'a prêté qu'il y avait des LED dessous, et en fait c'est juste que Zotac utilise ce modèle de refroidissement pour plusieurs cartes graphiques, ou du moins le carénage. J'ose espérer qu'ils n'utilisent pas le radiateur de dessous pour tout, parce qu'il y a des cartes qui chauffent beaucoup plus, et je pense que ça va commencer à être limite s'ils le mettent par exemple pour une 3060 Ti ou une 3070, ça risque de vite chauffer pas mal. Et là du coup on se retrouve avec ce refroidissement qui est censé faire pour plusieurs cartes, et du coup on a certains modèles de cartes graphiques qui ont des LED sur ce logo et d'autres modèles qui n'ont pas de LED, et celui-là par exemple il a aucune LED dessus, donc c'est un peu dommage quoi. On a tout ce qu'il faut pour les accueillir, mais on l'a pas. Donc si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez rajouter une petite LED derrière, ça peut être sympathique. Et bon, pour que ce soit propre ça va être compliqué, mais il y a du potentiel éventuellement. Pour faire un peu plus le tour de la carte, on a du coup le port PCI Express 16, hein, ça change pas, c'est du 4.0 ici. Pour l'alimenter, on a un 8 pin tout simple, donc ça c'est plutôt pas mal, ça permet de passer pas mal de jus sans pour autant être dans l'extrême. Ça va lui permettre de tirer au moins 170 watts, c'est la consommation pour laquelle elle est donnée. Et au niveau des ports vidéo à l'arrière, on va se retrouver avec un HDMI et 3 DisplayPort. Mais on va malheureusement pas avoir de port du style VGA DVI pour ceux qui auraient des vieux écrans. Bon, c'est voué à disparaître dans le temps, mais on va dire que ceux qui voulaient faire une mise à jour cette année, qui avaient réussi par miracle à trouver une carte graphique, et bah ils vont devoir acheter un adaptateur si leurs écrans ils sont trop vieux. On peut pas avoir de la chance de partout, on va dire. C'est un peu ça quoi. Bon, maintenant on va s'attaquer à un petit peu plus ce qu'elle a sous le capot, cette puce, et qu'est-ce qu'elle nous révèle cette puce. On est déjà sur une RTX 3060 tout court, donc on a 12 Go de mémoire. Est-ce que ça va être utile pour le gaming? Ça peut être intéressant aussi de voir la différence. On va avoir du coup de la GDDR6 sur cette puce. Justement, tant qu'on parle de la puce, on va un petit peu s'attaquer à elle directement plutôt que parler à ce qu'il y a autour dans le PCB. On va avoir un GA106 ici avec 3584 Q d'accord qui tourne à 1807 MHz. Le tout, ça nous donne à peu près 170 watts de consommation, comme je vous ai dit. Sur le papier, elle a pas l'air d'être beaucoup plus puissante qu'une 2060, parce que oui, elle a 2 fois plus de Q d'accord, mais la fréquence n'a pas non plus explosé. Et la GDDR6, on l'avait déjà sur la 2060, donc ça va pas vraiment lui apporter beaucoup plus de gains, on va dire, en termes de vitesse. Alors on va voir un petit peu ce que ça donne en plus, mais personnellement, j'ai pas une grande estime des performances qu'on va gagner. Voilà, on va voir ça justement sur le papier directement. Alors pour le protocole de test, comment ça s'est passé? J'ai allumé mes Afterburner, j'ai fait mes petits réglages, tout ça. J'ai mis tous les jeux en 1440p ultra. J'ai testé quoi comme jeu? Parce que ça va être plutôt pas mal aussi de s'intéresser à ça. J'ai testé Apex parce que évidemment c'est le premier jeu que j'ai essayé. J'ai essayé Ark parce que c'est le jeu le moins bien optimisé que j'avais sous la main. J'ai essayé Horizon, j'ai essayé Dirt Rally. Après on va avoir Need for Speed Heat aussi qui est plutôt sympathique. Des jeux de voiture, ça permet aussi de travailler le dynamisme, on va dire. Et puis je voulais essayer Warzone, mais malheureusement Warzone ça n'a pas été possible parce que j'ai installé et il n'a pas voulu se lancer. Alors du coup j'ai dû le réinstaller, mais le temps que je mette à le réinstaller, bah j'ai pas pu réessayer avec la carte, donc dommage. Et sinon au niveau de trucs un peu plus fiables, j'ai fait 2 benchmarks. J'ai fait superposition en 1080p extrême et 1440p extrême, et j'ai fait 3D Mark Time Spy, donc c'est la démo. Donc ces deux là vous pourrez les refaire chez vous pour avoir une idée de ce que la carte apporte en plus dans votre PC par exemple. Au niveau de la plateforme de test, on est ici sur un i7 10700K overclocké à 4,9 GHz avec un water cooling de 360 mm. Le tout s'est placé dans un Fantech Evolve X, relativement pas mal. Au niveau de la carte mère, on est sur une Z590 Gaming Force. On a 16 Go de RAM en 2x8 Go, 3000 MHz, K16 de chez Corsair Vengeance, et c'est les RGB simples. Et voilà, vous savez à peu près tout. Si vous voulez plus de détails sur la config, c'est dans la description que ça se passe, vous pouvez regarder tout ça. Et puis voilà, c'est relativement tout pour les tests. Pour au niveau de l'audio, j'ai rien pour mesurer comme d'habitude, il va falloir que je m'équipe. Et du coup, je vous laisse profiter un petit peu de tous ces graphiques et on se reprend juste après pour faire un petit bilan de toute cette performance.
On va parler des chiffres directement et je vais vous faire part de mon expérience personnelle après. Donc si on fait une moyenne globale des FPS sur les 1% low, elle a gagné 23,5% de performance sur du 1440p Ultra par rapport à ma 2060 Dual. Et si on fait juste la moyenne des FPS, on était à 20,5% au-dessus de ma 2060 en 1440p Ultra toujours. Qu'est-ce que du coup je peux vous dire? Alors 20% de performance sur le papier, ça paraît énorme. Dans mon expérience à moi, j'ai joué et honnêtement sur mon écran 1440p, la 2060 elle galère un peu, mais voilà, elle s'en sort quand même pas mal. Elle arrive à tirer des FPS plutôt stables. Elle n'est pas forcément conçue pour jouer en 1440p, d'ailleurs on le sent pas mal sur certains jeux comme Ark, 38 FPS, c'est pas vraiment fait pour ça, mais honnêtement il y a pas mal de jeux où on voyait pas tellement la différence. Apex ça joue fluide, mais oui j'ai gagné énormément de FPS sur Apex, mais je les ai pas pour autant ressentis et ça c'est un peu dommage. Dirt Rally j'ai rien ressenti du tout. Vous prenez Need for Speed Heat, j'ai même pas l'impression d'avoir gagné des FPS. Le seul jeu qui m'a vraiment épaté c'est Horizon, à quel point il tournait beaucoup mieux. C'était vraiment impressionnant de voir la différence et là-dessus, et là je l'ai senti directement quand j'ai mis la 3060. Je suis allé faire une partie en ultra. Bon, j'ai fait le benchmark pour avoir une base de FPS fixe entre les deux cartes, mais moi pour avoir mon avis j'allais jouer, tu vois ce que je veux dire. Je suis allé taper un peu dans l'art, je suis allé voir ce que ça donnait en vrai terrain quoi. Et là par contre j'ai été bluffé de la différence et je pense que ça c'est gagné par les 12 Go de VRAM qu'ils ont apporté à cette carte plutôt qu'à la puce en elle-même. Voilà, parce qu'il faut noter que Horizon en 1440p Ultra il a pris 10 Go de la VRAM tranquillou bilou quoi. Il s'est posé là, il a rien demandé. Et puis Ark, vraiment grosse déception, 1440p Ultra 38 FPS, c'est pas ouf quoi. Même en 1080p, bon je vous l'ai pas mis sur les graphiques, mais on gagnait 6 FPS. Voilà, c'est 6 FPS quoi. Pour 20% de performance, c'est vraiment que dalle. Il est toujours optimisé avec les fesses. C'est un très bon test pour carte graphique, on va dire ce jeu. Voilà, donc j'ai pas essayé des grosses licences comme GTA 5 tout ça, parce que comme je vous ai dit, je venais de changer de PC, j'ai pas eu forcément le temps d'installer tout ça. C'est un peu dommage. Cette carte graphique, on n'a pas encore fait le tour. J'ai parlé d'Undervolting avant. Je me suis rendu compte que quand on jouait, elle faisait déjà de 1 légèrement du bruit. C'est pas non plus super dérangeant, mais moi j'aime bien quand c'est très silencieux. Alors du coup, je me suis dit que peut-être en undervoltant, on pouvait tirer déjà moins de chauffe et puis en plus un peu plus de silence. Ce que j'ai fait, c'est que du coup je suis allé sur MSI Afterburner, j'ai trituré un peu la courbe comme on pouvait et puis pour faire chauffer tout ça, je suis allé sur Benchmark Superposition en 1080p extrême pour faire chauffer la bête et avoir une idée de la consommation fixe qu'avait la carte. À la base, elle consommait autour de 173,4 watts et on a réussi à la faire descendre petit à petit. J'ai fait gagner quasiment 40 watts, donc on a perdu un petit peu en fréquence en faisant ça. On a perdu très léger, ça a juste fait perdre les 2%, je crois, 2% de performance. Oui, ça peut faire chier certaines personnes de perdre de performance. À vitesse de ventilateur égale, on a gagné 10 degrés et si vous la laissez en mode automatique, vous gagnez 200 tours minute et 8 degrés. Oui, c'est vrai, on perd en performance, mais bon, moi, je suis désolé. Enfin, je suis prêt à sacrifier 2% de performance en moins pour être tranquille, être dans le silence et avoir une carte qui chauffe plus du tout. Niveau undervolting, peut-être que j'ai eu de la chance, peut-être que on a eu une bonne carte, ou alors peut-être que Ampère est une architecture qui s'undervolt bien. Donc voilà, je peux pas vraiment vous dire, moi je vous ai donné une idée de ce que j'avais réussi à en tirer, c'est pas dit que vous en tirez autant. Moi je trouve que c'était plutôt pas mal d'ailleurs ce que j'en ai tiré, j'ai été plutôt content d'en tirer autant. Et la personne à qui elle était contente aussi de voir qu'on pouvait consommer 40 watts de moins dans quasiment les mêmes conditions de jeu quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce RGB. Si ce genre de test vous plaît et vous voulez découvrir d'autres vidéos, je vous invite à activer la cloche des notifications, comme ça vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortent. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.